Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, normalement, vous avez vos micros coupés, mais si vous voulez interagir avec nous, ça sera bien entendu avec grand plaisir. Alors, je vous conseille, si je suppose que vous maîtrisez Zoom, mais si vous nous voyez en gros, je vous conseille de mettre, si vous voyez la personne qui parle en gros, en l'occurrence moi en ce moment, de privilégier l'affichage en mosaïque en cliquant en haut à droite de votre écran. Comme ça sera plus sympa. On pourra tous se voir ou pas, si vous avez branché la caméra. Est-ce que vous pouvez juste me faire peut-être un petit signe si vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, C'est bon, super. bonjour. Ouais, Hop, ça ça marche. arrive. Yes. Oui, Hop là. Ah, nous avons Amaury qui arrive. Myriam. ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allez, on va se laisser encore peut-être une petite minute. Je vois que... Ah, on a Lise qui est là. On commence à voir nos Hello. habitués fidèles. Bonjour Lise. Ah, Lise, elle a le micro coupé. Voilà. J'ai entendu sa voix. Oui. Génial. Allez, je vous propose qu'on commence peut-être doucement pour laisser peut-être le temps à quelques-uns de nous rejoindre. On a reçu pas mal de retours, comme quoi certains n'étaient pas forcément dispo à 14 h, mais étaient fortement intéressés par le replay. Donc, c'est la raison pour laquelle cette vidéo est enregistrée. Donc, si vous souhaitez ne pas apparaître dans le replay, soit vous coupez votre caméra, mais bon, pour nous, c'est plus sympa de vous voir. On pourra éventuellement vous flouter si ça vous dérange que cette vidéo soit diffusée sur notre chaîne YouTube, tout simplement. Donc, nous sommes les facilitatrices, donc Karine, Tiana et moi-même. Et puis, aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagnés par Thomas Corbier et Grégoire Journet. Donc, Thomas et Grégoire sont officiers de sapeurs-pompiers dans deux SDIS, SDIS, service départemental d'incendie et de secours. Ouais, merci. Donc, Thomas dans le Cher et Grégoire dans les Landes. Et en fait, vous êtes aussi à l'origine et membre d'une association qui s'appelle Atraxis. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines maintenant et qu'on a, on s'est vraiment retrouvés en cohérence avec les valeurs et les projets que portait cette association. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en œuvre des choses ensemble. Et donc, est née et a germé l'idée d'organiser un café live. Puis après, c'est arrivé aussi en cette période de déconfinement, reprise du travail, voilà, cette période qu'on traverse tous. Donc, on s'est dit comment allier les deux. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler. Donc, je vais vous laisser la parole pour présenter dans un premier temps ce que vous faites avec Atraxis et puis aussi nous faire un retour d'expérience sur voilà, comment on prépare le retour au travail, comment on accueille, comment on facilite cette transition, comment on va aller plus loin, entre guillemets, que juste les règles sanitaires à respecter, mais comment on va favoriser un accueil, une reprise du travail intéressante et comment on va aussi pouvoir capitaliser sur cette expérience. Alors, comme tous les cafés live, on a aussi Eric, ça y est, qui nous a rejoint. Donc, comme tous les cafés live, on a aussi le plaisir d'accueillir Eric Grelet, qui est notre humoriste dessinateur, si je ne me trompe pas, Eric, et qui nous partagera ses dessins au fil de nos échanges, tout simplement. Ça y est, il est déjà chaud, il est déjà parti, il nous partage son écran. Ok. Je suis au top. Super. Comme d'hab, on n'en doutait pas. Merci Eric. Donc peut-être que je vais commencer par laisser la parole à Thomas et puis à Grégoire pour vous présenter et puis nous parler dans un premier temps de votre association. Et allez, je me lance. Merci, merci Solène. Bonjour à tous.
Donc, effectivement, on est des représentants aujourd'hui de l'association Atraxis. Donc, Atraxis, c'est une association d'officiers de sapeurs-pompiers et de médecins qui a été créée en 2017, donc sur les bancs de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui se situe à Aix-en-Provence. Atraxis, c'est une association finalement qui souhaite créer et développer des synergies innovantes en rassemblant des acteurs de tout horizon. Donc, on pense à des associations comme aujourd'hui avec la facilitation, des acteurs institutionnels, des acteurs publics et privés. Pour la finalité, c'est co-construire les secours de demain. Il y a une image qui me plaît bien et que j'utilise assez régulièrement, c'est l'image du hub. En fait, Atraxis, ça va être le lien entre le monde du secours, les SDIS, et tous les acteurs que je vous ai cités précédemment. Aujourd'hui, la société évolue, les risques évoluent, les gens, les générations évoluent, et en fait, l'objectif, c'est que les services de secours évoluent en même temps pour s'adapter à ces nouveaux changements. Trois grands axes stratégiques pour Atraxis, c'est d'une part favoriser la diversité. On parle aujourd'hui de complémentarité des compétences, plus on est de fous, plus on rit, toutes ces choses-là. On estime qu'un groupe avec des profils diversifiés est beaucoup plus efficace qu'un groupe avec des profils très homogènes. Deuxième chose, c'est favoriser l'innovation et l'intelligence collective. Donc là, on parle d'innovation technologique, d'innovation managériale. C'est aujourd'hui pour ça qu'on travaille aussi avec les trois filles de la facilitation. Et également, on parle de favoriser la digitalisation. Et ça passe forcément par la transformation numérique de nos outils et des services de secours. Donc, comme le disait Solène tout à l'heure, c'est vrai que c'est à partir de ces trois postulats de base que on s'est rapproché pour pouvoir travailler ensemble et pour que on puisse partager et créer une synergie qui pourrait permettre finalement aux services de secours de s'améliorer sur nos pratiques managériales. Voilà. Grégoire, si tu as quelque chose à rajouter. Moi, je vais rajouter un complément, c'est que l'association est née récemment, mais moi, je l'ai rejoint aussi récemment parce que j'ai un petit peu d'ancienneté, 25 ans de service. Et ce qui m'a séduit, c'est le côté innovation, innovation managériale. C'est déjà des notions qui me parlaient, puisqu'en parallèle du cursus professionnel interne un petit peu classique, j'ai fait une formation, un parcours un petit peu déviant là-dessus, puisque je suis allé faire une formation au coaching. Et je suis coach aujourd'hui professionnel certifié praticien coach and team. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup. J'ai pu expérimenter dans l'unité opérationnelle que je dirigeais jusque-là, qui était le centre de sport principal de l'agglomération de la Toise, un certain nombre de concepts, de pratiques, d'expériences qui sont régulièrement illustrés dans Focafé Live. Et voilà, tout naturellement, faire le lien entre Atraxis, la facilitation et tout ça, ça me parlait. Et de le pratiquer encore plus. Super. Alors, je ne sais pas si c'est moi, Grégoire, mais des fois, je ne t'entends pas très bien. Je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, mais peut-être aussi, peut-être te rapprocher, si tu peux, de ton micro pour qu'on puisse bien entendre. Génial, là, c'est beaucoup mieux. Okay. Ouais. Alors, Piala, tu veux dire quelque chose? Oh là, je ne peux rien rajouter. Je pense que c'est parfait. Ok, alors du coup, on voulait profiter de votre présence pour… alors, je ne sais pas qui c'est qui voudra commencer entre Thomas et Grégoire, mais ceux qui sont là aussi, l'avantage de faire ça aussi sur Zoom, c'est que si vous voulez prendre la parole, que ce soit simplement audio ou en vidéo, n'hésitez pas. On a aussi Karine qui gère pour nous aujourd'hui le chat. Donc, si vous avez des questions ou des retours d'expérience à nous partager, c'est le but de ces cafés live, c'est qu'on partage ensemble sur cette thématique. Donc, est-ce que Thomas, Grégoire ou Grégoire, Thomas, vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous avez géré par rapport à votre activité ce retour au travail et ce que vous avez pu mettre en place pour le transformer en expérience positive et comment vous avez pu essayer de mettre en place des choses pour capitaliser sur cette transition, j'allais dire. Thomas, je te laisse commencer. Et je me lance. Oui, alors c'est vrai que la crise sanitaire, alors ça a été quelque chose d'assez particulier.
pour tout le monde, hein. Les services d'incendie et de secours. Moi, aujourd'hui, je suis chef de centre hein, dans mon SDIS. Je suis chef d'un centre de secours, donc avec une population de sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, des personnels administratifs et techniques. Donc, on avait déjà 3 types de populations. Ceux qui ont continué à travailler presque normalement, hein, si on enlève toutes les mesures sanitaires imposées. Hein, donc, c'est notamment l'activité opérationnelle avec les sapeurs-pompiers de garde. On a des gens qui avaient des fonctions particulières et qui, de temps en temps, devaient venir travailler et donc qui n'étaient pas là en présentiel tout le temps, mais qui venaient ponctuellement. Et ensuite, on avait la 3e population qui étaient ceux dont l'activité n'était pas, entre guillemets, essentielle et donc étaient confinés chez eux. Dans la réflexion, finalement, ce qui a été cassé hein, pendant cette crise sanitaire, hein, c'est ce lien social et ce lien physique entre les managers et les équipes. Et donc, dans la phase de retour au travail et dans la phase de reprise au travail, finalement, la phase numéro 1, c'était reconstruire ce lien, recréer ce lien dans l'équipe. Et finalement, c'est passé par reconstruire finalement son équipe, reconstruire la synergie qui existe autour des gens et avant même de parler objectifs, tâches, impératifs, etc. Donc, je sais qu'à titre personnel, dans le cas de la caserne, c'est le jour de la reprise, donc le déconfinement c'était le 11 mai, donc ce jour-là, avant même de parler boulot, on s'est gardé un temps en début de journée pour échanger, savoir comment on avait vécu ce confinement, qu'est-ce que les gens avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait de bien, qu'est-ce qu'ils avaient fait de moins bien, ceux qui sont revenus travailler, comment ils l'avaient vécu, ceux qui étaient en télétravail, comment ils ont vécu leur télétravail. Est-ce qu'ils avaient tous les outils à disposition pour pouvoir bien travailler? Est-ce qu'aujourd'hui, comment ils se sentent? Parce qu'on cohabite dans les centres de secours, on cohabite avec des pompiers qui, eux, ont été en contact d'un public qui potentiellement était contaminé par le virus. Donc, c'est aujourd'hui comment ils appréhendent, comment les gens qui reviennent travailler appréhendent le retour au travail en étant potentiellement au contact de personnes suspectes. Donc, ça a été une phase d'écoute, de la bienveillance, de l'empathie, essayer de comprendre les gens. Accepter aussi que finalement, la reprise, on ne retrouvera pas la situation qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'on revient, on ne revient pas dans les mêmes conditions qu'auparavant. Et finalement, une fois qu'on a fait ça, avec derrière des entretiens, avec des entretiens plus individualisés pour pouvoir échanger avec les personnes avec lesquelles on travaille, finalement, on a pu créer, mon adjoint et moi, un environnement beaucoup plus serein qui a permis petit à petit de reprendre une activité administrative presque normale. La phase numéro 2, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. On est vraiment dans une phase de retour d'expérience. Alors, je sais que Grégoire, il n'est pas forcément pour appeler ça retour d'expérience en tant que tel, mais en tout cas, on est vraiment dans une phase de retour, de savoir ce que les gens ont vécu pendant ce retour d'expérience, et derrière, ça nous permettra, nous, de pouvoir nous améliorer si malheureusement, un jour, on devait vivre quelque chose de similaire. Ok. Merci Thomas. Grégoire, est-ce que tu veux nous partager ton retour d'expérience qui n'est pas un retour d'expérience alors? Oui, alors, quand je dis que ce n'est pas un retour d'expérience, parce que dans notre culture, le retour d'expérience, on est sur une profession de gestion de risque. Donc, c'est souvent, on fait de la prévention. Tu as tout un dispositif de prévention pour empêcher que le risque ne survienne. Considérant que le risque zéro n'existe pas, on prend aussi toutes les mesures de protection, de préparation, de prévision au cas où. Parfois, le risque arrive, on traite, c'est l'opération, et puis on est dans une logique derrière de retour d'expérience, d'amélioration continue pour faire évoluer nos process de prévention, de prévision et même de technique opérationnelle. Moi, je disais que je n'étais pas pro retour d'expérience parce que on vit quelque chose quand même qui est hors cadre. C'est pas la petite crise habituelle
ça touche tout le monde, ça touche la planète entière. On dit qu'il y aura un avant et un après. Et ben, pour les pompiers aussi, il y a un avant et un après, je pense pour chacun, bien que notre activité ne se soit pas arrêtée. C'est reconfiguré de manière assez brutale à partir du moment où on s'est confiné, que ce soit dans le Cher ou dans les Landes ou ailleurs. Il a fallu en effet deux objectifs: assurer la continuité du service, ça c'est logique, c'est le principe fondamental du service public. Donc on s'est reconfiguré, réadapté nos protocoles opérationnels, et puis aussi il fallait assurer la sécurité de nos personnels. Donc quels moyens de protection, voilà. Et tout ça dans un temps extrêmement court, avec des contraintes sanitaires qui obligeaient, avec une distanciation physique, sociale, humaine, qui est quelque part qui est contre-valeur chez nous, puisque l'essence même du travail de pompier, c'est le travail en équipe. Un pompier tout seul, ça va pas quoi. C'est l'unité de base d'un pompier, c'est le binôme. C'est vraiment inscrit dans nos gènes chez nous, et forcément, le confinement nous exposait à des situations compliquées à vivre opérationnellement et puis humainement aussi. Donc ça ne s'est pas arrêté. Et nous, on fait ça un peu en 3 phases dans les Landes. Là, déjà pendant la phase de crise, on a été proactif dans le maintien du lien. C'est-à-dire qu'on a mis en place une cellule de maintien du lien dédiée où on a fait du phoning, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, là, pour appeler tous les gens qui étaient à distance, en fragilité, en télétravail, et voire même nos anciens pompiers, ceux qui avaient quitté la profession. On parle de la famille des pompiers, mais c'est un peu ça. Même nos anciens, on garde un lien avec eux et on les a appelés. Donc, grosso modo, entre 450 et 500 appels entre 3 minutes et un quart d'heure, 20 minutes pour chacun, fait pendant un mois pour maintenir ce lien, en tout cas pour démontrer c'était un enjeu important. Ensuite, déconfinement. Nous, on est toujours dans une logique, en tout cas dans le département, de déconfinement progressif. Le télétravail est toujours maintenu. Et dans cette logique confinement, déconfinement, refondation, on prépare la suite et on a lancé une démarche de questionnement, d'interrogation, aussi en respectant les contraintes, c'est-à-dire avec un petit questionnaire en ligne, d'interroger chacun. Donc, on est 2000 dans le service, donc c'est adressé aux 2000 personnes pour leur demander en quoi cette expérience du confinement, de partager des expériences positives. On s'appuie sur la démarche appréciative, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher ce qui, dans cette période très compliquée, ce qui a fonctionné et en quoi ce qui a fonctionné pourrait éclairer et nous servir pour la suite. Voilà, une démarche de capitalisation des expériences positives pour bâtir un avenir commun sur lequel les choses ont pu fonctionner. Donc, cette démarche est en cours dans le département jusqu'à la fin du mois. C'est inédit parce que ça ne s'est jamais fait d'interroger tout le monde. C'est validé par toute la chaîne hiérarchique et de notre gouvernance pour aller chercher ces pépites, ces trésors chez chacun, ces expériences, ces initiatives et qui peuvent nous permettre de bâtir et d'envisager la suite de manière plus dynamisante que le côté anxiogène qu'on a pu avoir. Et ça marche et ça prend. Et donc, c'est ce que vous avez prévu en 3e phase? Comment vous avez prévu de gérer la collecte et le traitement, j'allais dire, de ces 2000 retours? Alors, ces 2000 retours, il n'y en aura pas 2000. Il n'y en aura pas, oui, mais... Il n'y en aura pas 2000. Derrière, c'est qu'au mois de juillet, là, on va lancer, pour ceux, on a fait un appel à candidature aux participants, à ceux qui voudront partager un processus d'intelligence collective, là, qu'on animera parce qu'on est 2 coachs certifiés au sein du service. Donc, ce sont des pratiques qui nous parlent et d'animer justement un petit processus d'intelligence collective sur ce qui nous a été rapporté pour essayer d'en comprendre quels sont les besoins sous-jacents, ce que ça exprime, quelles sont les 3 à 4 lignes directrices qui peuvent entraîner des évolutions du service. Et donc, pour collectant déjà les réponses, c'est très, très intéressant. Le besoin de ce circuit court, voire même du circuit court managérial. On en arrive là-dedans, c'est un concept à étudier, à développer, mais le circuit court a tout son sens.
Ok. Moi, j'aurais une question pour vous deux, parce que vous nous présentez des actions de réflexe, en fait, de réponse au retour au travail qui semblent assez structurées. Passer 500 coups de téléphone, j'imagine que ça s'est organisé un petit peu à l'avance, et les questionnaires aussi. Thomas, le retour avec le temps donné à l'équipe. Est-ce qu'il y avait déjà dans vos organisations, je ne sais plus comment vous aviez dit, service, non, 10. Les 10. les 10, Service voilà. départemental Service. d'incendie et de secours. Est-ce que vous aviez déjà une tradition ou un embryon de tradition de travail en intelligence collective, en dialogue avec les parties prenantes un peu fort, ou est-ce que vous êtes en train là de le consolider, de le créer en réaction justement à la situation? Alors oui et non. On est quand même, comme le décrivait Thomas, dans des structures administratives, donc des organisations pyramidales, hiérarchisées, avec des grades, des appellations, des choses comme ça. Hein. On est dans ce type de structure et dans ce type de culture. Et forcément, rentrer dans des démarches collectives, d'intelligence collective, où quelque part, de partage d'émotions, c'est un peu, c'est pas dans la culture de tout le monde, quoi. Voilà, donc il y a des expériences locales. Moi, ma formation de coaching et qui dure 1 an et demi, hein, m'a permis d'expérimenter un certain nombre de choses, faire partager par des pompiers leurs émotions, voilà, et d'arriver, et c'est extra, quoi. Ça avance, on voit les transformations, et on a capitalisé sur tout ce qui s'est fait avant pour faciliter le retour à la normale, à un nouveau stade, puisqu'on ne reviendra pas comme avant. Hein. Ce qui est normal, ça aussi. Voilà, après, il y a des structures plus institutionnelles. Vous savez qu'on a des structures qui font du soutien psychologique ou des choses comme ça. Mais ça, c'est autre chose. Alors, Eric nous partage ses dessins. Oui, on a un dessin d'Eric qui apparaît sur le retour au travail, retour de feu, retour de flamme, retour d'expérience, retour au travail. La routine. La routine. Oui et non, presque. J'ai une question dans le chat de Marie-Laure qui demande comment gérez-vous les personnes qui ont peur de revenir? Et en fait, ça c'est important. Merci Marie-Laure, parce qu'en fait, nous, on avait aussi prévu d'évoquer ça, et je complète en disant que dans notre réseau, nous, d'entreprises avec lesquelles on travaille, on entend beaucoup de gens qui, non seulement ils ont peur, mais ils veulent juste pas, en fait, hein, et même du refus de revenir au travail. Et donc, la question, c'est comment gérez-vous ces gens-là, ces personnes qui ont peur de revenir? On les punit. Non. Et bam, la vérité qui sort. Non. Alors, on a laissé la possibilité à la reprise du travail, on a laissé la possibilité finalement d'une reprise partielle, notamment en présentiel, avec la possibilité aux gens de ne pas revenir tout de suite, de poursuivre le télétravail, d'adapter les horaires et les journées de travail. Enfin, on a laissé vraiment quand même une grosse marge de manœuvre aux gens qui, d'une part, ne pouvaient pas s'organiser vis-à-vis de la garde des enfants, etc., mais également pour les gens qui avaient beaucoup d'appréhension à ce sujet-là. Deuxième chose, c'est que ces gens-là, forcément, on y attache un intérêt beaucoup plus important. Et c'est un accompagnement à la fois du manager direct et de notre service de secours médical, notre service de santé, entre guillemets, qui, lui, est constitué de psychologues, de psychiatres en fonction des départements. Et donc, avec la totalité de ces personnes-là, on arrive finalement à accompagner les gens à un retour progressif, et j'insiste bien sur le progressif, au travail. Ok. Voilà, pour nous, c'est à peu près la même prestation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'échange au sein de l'équipe. J'aime bien cet adage, l'équipe performante, c'est l'équipe qui sait partager ses peurs et créer ces environnements, ces ambiances où les uns et les autres puissent partager. Et quelque part, c'est, entre guillemets, je vais presque dire, c'est notre quotidien, quoi. Parce que on part en intervention, on ne sait jamais sur quoi exactement on va tomber. Par définition, sur des situations à risque, hein, c'est notre métier.
Et il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Et quelque part, on gère ça beaucoup dans l'équipe, beaucoup au sein même de l'équipe, des centres de secours. Ça, c'est vraiment le job des chefs de centre d'être attentifs à cela et de pouvoir régulier vers les professionnels s'il y a besoin, ou d'avoir une écoute particulière. Je complète. Ce que je trouve intéressant finalement, c'est que la reprise du travail est très en lien avec finalement la gestion de l'événement et la gestion de crise. C'est-à-dire que si pendant la crise, eh bien, on a eu ce suivi-là, on a eu ce contact régulier avec les personnes, si on a préparé le retour avant même la reprise, hein, que les gens on leur dise en les tenant au courant, en les tenant informés, etc. Eh bien, tout de suite, il y a cette confiance qui n'est pas rompue, il y a cette transparence de l'organisation qui se met en place avec l'ensemble des collaborateurs. Et finalement, c'est beaucoup plus facile. Et ça me permet j'en profite du coup pour en parler d'un outil qui a été proposé à certains services par l'association, hein, qui est Anamnèse, un logiciel de suivi quotidien des personnels qui, en fonction de leurs symptômes, en fonction de leur dossier médical, etc., remplissaient un questionnaire quotidien. Et ce questionnaire quotidien permettait d'avoir des retours réguliers de l'état de santé des agents et qui permettait de dire, tiens, aujourd'hui, tu peux venir travailler, aujourd'hui, tu ne viens pas travailler, toi, tu es en quatorzaine, toi, tu es en quarantaine, etc. Et avec un contact avec une équipe médicale ou paramédical qui s'occupait de gérer finalement qui traitait les données qui arrivaient de ces questionnaires-là. Et le retour de ces services-là qui ont mis en place cet outil, hein, on a l'Allié, on a le 03, il y a le 77 qui l'a mis en place, le 78 de mémoire. C'est là le retour, c'est que même si la participation n'a pas été totale, et comme d'habitude, sur 3000 agents, il y en a peut-être 1500 qui le remplit, c'est que finalement les agents et les sapeurs-pompiers et personnel administratif avaient cette confiance vis-à-vis du service et de la structure en disant tiens, on s'occupe de nous, on a suivi, même s'il est informatisé, même s'il est digitalisé, etc. Il y a quand même cette volonté du service de prendre des nouvelles finalement des personnes. Et ça a fortement facilité, je pense, la reprise du travail dans beaucoup de ces organisations-là. Oui, exactement. Il y avait cette expérience-là. Nous, on y a été intéressés, on n'y est pas allé. On avait mis une démarche aussi d'accompagnement systématique et proactif pour toutes les interventions auxquelles il était suspecté la présence du virus ou pas, de manière à s'assurer que les protocoles, les gens avaient bien les moyens, connaissaient bien les protocoles. Voilà. Parce qu'on a une population nombreux, une population volontaire, avec un gros enjeu au-delà des moyens de protection qu'on a eu pendant ces 2 mois-là, c'était la transmission de l'information. Il a fallu développer des sites internet dédiés pour être sûr que l'information passe bien parce qu'elle était très évolutive. Très évolutive. On a tous vécu. Hein, tous les 15 jours, on ne savait pas la date des confinements, des choses comme ça. Il fallait être hyper réactif. Là, voilà, c'était un des enjeux pendant pour préparer la suite. Okay. C'est comme, quelque part, c'est comme un peu au quotidien. Nos interventions, elles se préparent avant. Et si les choses se passent bien avant, il y a toutes les chances pour que ça se passe bien pendant. Ok. On a, c'est Redmi, c'est ça peut-être qui nous a fait un coucou. Ouais, juste avant, je synthétise ce que disait Grégoire, parce que Marie-Laure nous dit la même chose dans le chat, c'est que la préparation et le retour progressif, ce sont des outils de change management. C'est des outils qu'on utilise en général dans la conduite du changement, et que si la préparation est évidemment réussie, on a plus de chances d'y arriver. Voilà, c'était juste pour communiquer. Ok. Et oui. Eric fait partie de ceux qui ne veulent pas revenir. C'est ça. En fait, ils veulent rester sur les conférences, des visioconférences. Alors, ce qu'on lance aussi, à l'image de ce que fait Thomas, là, c'est des moments de régulation. Alors, on va lancer ça aussi quand les équipes sont pleinement là, des moments de régulation, des moments d'inclusion pour refaire corps, pour refaire équipe, pour pas travailler ou se questionner sur qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait en télétravail, mais aussi comment ça a fonctionné.
comment vous avez apprécié le mode relationnel, comment tout ça s'est ajusté. Parce que c'est travailler aussi, discuter sur la manière dont on a discuté, quoi. Ce sont des étapes à faire, quoi. Est-ce que du coup, Oui. Annie, vous voulez témoigner? Ouais, super, je voulais voir si vous aviez le micro branché, c'est parfait. Ouais. Donc, c'est pas Redmi, c'est David. Hein. C'est le nom de mon Mais c'est ce que téléphone. je dis, Redmi. alors j'ai pas osé dire Non, que non, c'était c'est pas un problème. C'est pas un problème. bienvenue, David. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Non, c'était pour réagir un petit peu sur Thomas et Grégoire, en fait, sur l'organisation des SDIS, où en fait, il y a on a vécu tous une situation très anxiogène avec ce conflit un petit peu de... Parce que par rapport à ce que disait Grégoire, lorsqu'on fait une intervention, ben, en général, elle dure 1 heure, 2 heures, grand maximum, et puis on a ce retour rapide avec l'équipe sur laquelle on est intervenu. Là, aujourd'hui, moi qui ai vécu le Covid sans l'avoir, mais qui l'ai vécu en opération, je ne sais toujours pas si la personne que j'ai transportée le 18 mars, par exemple, était porteuse du Covid ou non. Parce qu'il n'y a pas de retour sur le service hospitalier ou sur la traçabilité. Donc, c'était très anxiogène. Donc, pour revenir sur ce que disait Grégoire avec le retour avec leurs agents, on a quand même une population qui est, chez les sapeurs-pompiers de France, de 80% de sapeurs-pompiers volontaires, qui ont eu, pour la plupart, une activité complètement stoppée quand ils sont artisans ou par leur entreprise, qui ont été complètement stoppés. Donc, on a rajouté, en plus de ça, une deuxième dose d'anxiogénité, on va dire. De là, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le retour par le questionnaire, par le questionnement, par ce qu'a mis en place Thomas sur la discussion, prend tout son sens aujourd'hui, encore plus qu'avant. La grande famille, oui, elle porte bien son nom et il faut aujourd'hui qu'on puisse compter dessus dans le temps. Et comment dire, j'ai perdu mes mots, excusez-moi. J'ai perdu ce que je voulais dire. Vous parliez de la grande famille, qu'il fallait garder des valeurs communes pour continuer. Exactement, garder des valeurs communes. Et aujourd'hui, dans ce retour de questionnement je pense que grande part des sapeurs-pompiers volontaires doit trouver sa place. Parce que aujourd'hui, pour la plupart, ils ont été écartés, parce qu'on a limité le nombre de personnel en caserne pour justement limiter la propagation du virus. On les a donc un petit peu écartés de leur activité secondaire qui est de sapeurs-pompiers volontaires, de faire œuvre à la population. Et donc aujourd'hui, je pense que dans la construction des SDIS, dans la co-construction, pour revenir sur des thèmes de la facilitation, je pense qu'ils ont une grande place, parce que la plupart gèrent des entreprises, aussi grandes peut-être des fois que celles d'un SDIS ou d'une caserne de pompiers au niveau du management. Et donc, je pense qu'ils ont beaucoup leur place et que demain, le SDIS ne peut que se construire par le pompier volontaire. Voilà, c'est mon avis personnel, mais voilà. Donc, je voulais juste intervenir là-dessus sur tout ce qui a été dit et sur la co-construction que voulait mettre Grégoire en place. Voilà. Ok. Alors, on a perdu entre-temps un problème de connexion, Mohamed, mais peut-être que vous avez vu son témoignage dans le chat qui nous dit nous avons adapté notre communication de façon progressive. La valeur humaine est primordiale. Nos commerciaux échangent en équipe jour après jour à travers un WhatsApp. Je fais le point avec eux chaque jour en conférence call pour aller chercher de la motivation de chacun. Pour info, j'ai une équipe de délégués médicaux. Est-ce que certains d'entre vous veulent aussi partager des choses qu'ils ont mis en place pour gérer au mieux peut-être certains qui avaient peur ou qui manquaient de motivation? Oui, Tiana. Non, je voulais dire qu'hier, pour la première fois, j'ai assisté à un retour au travail avec des vrais gens partout. C'était très, très impressionnant. Et je peux vous dire que tout avait été préparé, fléchage, panneaux, mais tout vraiment, comment aller aux toilettes. Il faut bien tout prévoir, comment s'échanger des choses. Voilà, comment s'échanger des choses pendant le travail. Donc, comment faire alors qu'habituellement, par exemple, les feutres, c'est collectif. Comment faire pour boire sans être poli et donc aller servir les autres. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà, ils ont passé énormément de temps à préparer tout ça, sauf
une chose. Et ça, on s'en est aperçu quand tout le monde est arrivé. C'est que tout avait été prévu, sauf comment allons-nous nous dire bonjour. Et là, il y a eu des moments de flottement parce qu'on fait deux choses en règle générale. Soit on s'embrasse si on se connaît bien, soit on se serre la main. Et en fait, j'ai vu plein de gens très embêtés par ça parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et du coup, on a en off beaucoup ri sur la question et dire que ça aussi, ça devait se préparer. Et comme il s'agissait d'un grand service territorial, l'idée, c'était d'envoyer un mail à tout le monde en disant « Préparez-vous, préparez votre plus joli signe, votre plus belle révérence, ce que vous voulez. Ça sera votre signe et pour les prochains mois, dès qu'on va se croiser, on va se saluer en faisant exactement ce que vous avez prévu. Et si on ne se voit pas avant plusieurs mois, envoyez-nous une petite photo de votre petite révérence ou de ce que vous ferez et on saura que vous êtes en train de nous dire bonjour. » Voilà, je voulais juste vous faire ce retour live d'hier en disant, voilà, on a tellement tout préparé que personne n'a pensé aux signes qu'on ferait entre nous pour se saluer, parce que quand même, la journée, elle commence par ça, quoi. Ok, merci Tiana. On a aussi des retours, peut-être Karine, tu peux en parler d'une entreprise bordelaise qui a préparé des petites surprises d'Otempora, qui a préparé des petites surprises pour le retour de ses salariés. Parce que comme on disait à l'introduction, c'est aussi c'est pour ça que je vais laisser la parole à Karine, de comment on arrive à préparer comme un hôte en fait. On en parle dans les méthodes agiles, mais comment on arrive à recréer une ambiance et à accueillir, être hôte et être accueilli et accueillant à la fois. Et tu avais une histoire à nous raconter par rapport à Otempora, justement, Karine? Oui, mais peut-être que vous l'avez vu ou pas. Enfin, c'est passé sur les réseaux sociaux. C'est pas une histoire vécue, mais c'est une agence de communication avec laquelle on travaille souvent, qui est à Bordeaux et qui a communiqué du coup sur le retour au travail des collaborateurs de l'agence. Ils sont pour mémoire une quinzaine, avec pour chacun une plante, en fait, une fleur et des choses à manger. Des bonbons, des trucs accueillants, des viennoiseries, des choses plutôt gourmandes, un kit pour se laver les mains, etc. Et puis un petit mot, une carte en fait. Et c'était posé sur tous les bureaux de chaque collaborateur qui allait revenir au bureau en fait. Et ce qu'ils ont mis en avant là, c'est qu'ils ont préparé l'espace entier pour réaccueillir les gens. C'est un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, on commence. Enfin, c'est pas un retour comme avant. On a vraiment cette impression-là qu'on réaccueille les gens dans un endroit qu'ils connaissaient avant et on les remet dans une nouvelle situation. Là, par exemple, dans cette communication-là, tout le jardin de l'agence était absolument parfait, super joli. Enfin, voilà, tout a été préparé pour que ce retour soit aussi confortable que possible pour une reprise. Voilà, c'est un exemple. Après, on a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux d'entreprises qui ont communiqué sur ça. La seule espérance qu'il y a, c'est que ce soin des collaborateurs ne se limite pas au kit, mais aille un peu plus loin, comme ce dont vous nous parliez tout à l'heure, avec le suivi psychologique, avec l'entretien un par un, comme vous disiez, et puis une vérification que c'est suffisant, en fait, d'être très bien accueilli pour pouvoir continuer à travailler en équipe. C'est pas sûr. Voilà, il faut que ça aille un peu plus loin quand même que ça. Ok. Moi, j'avais encore une question par rapport à Atraxis, parce que tout à l'heure, vous nous disiez qu'Atraxis avait proposé Anamnèse, c'est ça, l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres outils d'intelligence collective ou de synergie? Parce que donc, tu nous as expliqué, Thomas, que c'est une association qui développe ces méthodes-là pour aller vers la tech et les secours. Mais est-ce que dans tout ce que vous avez là, il y a d'autres outils que vous avez diffusés, que vous pourriez diffuser ou sur lesquels vous vous appuyez pour travailler, qui pourraient nous inspirer en retour d'expérience? Alors, actuellement, c'est surtout tout en construction. Alors, on se rapproche forcément on cherche à se rapprocher de sociétés qui travaillent sur ça. Forcément, vous connaissez les filles, on cherche à se rapprocher de Klaxoon, on cherche de se rapprocher de Trello, enfin de sociétés qui travaillent déjà dans des outils et des plateformes de travail collaboratif. Nous, le gros projet aujourd'hui qui existe au niveau d'Atraxis, et c'est un travail de longue haleine, c'est on souhaite créer un incubateur d'idées pour les services. On l'appellerait le Lab Secours. Et ce Lab Secours, ce serait le lieu dans lequel des startups, dans lequel des sociétés, etc., pourraient venir travailler pour trouver des solutions innovantes, quel qu'en soit le thème et le sujet, à destination des SDIS. Et là, actuellement, on est toujours dans la phase de
construction, on cherche des partenaires, partenaires financiers, partenaires institutionnels, etc. Mais l'objectif, ouais, c'est de réellement créer, à l'instar de ce qu'on peut connaître avec la French Central, French Tech Central, etc. Ça serait créer un lieu dans lequel on pourrait faire éclore de l'intelligence collective, etc. Et en complément, j'allais dire même nous-mêmes. C'est de dire on promeut l'intelligence collective, mais quand même, comment nous-mêmes, nous travaillons en intelligence collective. C'est bien de le dire, mais c'est aussi bien de le vivre. Et ça, ce n'est pas forcément évident avec des membres et des ambassadeurs qui sont un peu partout en France. Voilà, il faut remettre du sens au milieu de tout ça, on y travaille. On a travaillé sur la vision, quel est notre rêve commun, nos ambitions, nos valeurs, comment on veut fonctionner et pour faire quoi ensuite, de manière à ce que ce qu'on fait nourrisse à la fois les enjeux et que les enjeux nourrissent les actions. Quoi. On est dans cette logique-là d'alignement, de cohérence et que nous-mêmes, on se l'applique au sein de notre propre organisation. C'est intéressant, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Si c'est pas... C'est quoi les freins? Moi, ça m'intéresse en fait. C'est quoi les freins pour travailler en intelligence collective? Parce que vous êtes dans une institution, tu le disais tout à l'heure, très pyramidale, très réglée. Est-ce que c'est ça le principal frein ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est essentiellement la distance. C'est la distance. Voilà, et la disponibilité des uns et des autres. On est quelques-uns sur les 250 000 pompiers en France. On est quelques-uns pour l'instant, ça gère, mais c'est la distance. Le vrai frein, il est là. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'envie, au contraire. Ce qui nous rassemble, c'est cette volonté de partage, mais c'est la distance. Voilà. Et l'opportunité de se retrouver, parce que là, on le vit bien par ce confinement. C'est bien la visio, c'est bien WhatsApp, mais ça ne remplace en rien la présence, les échanges interpersonnels en direct, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent en présence qui ne passent pas en visio. Voilà. Sans opposer les outils, surtout pas. Mais il faut rentrer dans une logique du et pas une logique du ou, ça c'est sûr. Et c'est la distance. Peut-être que ceux qui sont avec nous autour, Paul, Lise, je ne vois pas votre prénom, iPhone, vous avez des questions? Marie-Laure encore? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, hein. Débranchez vos micros. Florence aussi, n'hésitez pas, puisque vous êtes là. Eric? On a plein de timides. C'est Marie-Laure, hein. Je prends la parole un peu. Après avoir posé des questions. Non, mais moi j'étais un peu dans cette logique qui essaie de. En fait, moi j'ai comme contexte, j'avais une équipe qui était complètement dissoute. Voilà, et donc on a essayé de garder le lien en WhatsApp, on se faire des visio café, simuler la machine à café. J'appelais ça machine à café en visio. Venez qui voulait, voilà. Certains étaient en chômage partiel, donc ils n'avaient pas le droit de se connecter. Donc ils venaient s'ils voulaient avec leur adresse perso, mais voilà, c'était du volontariat. Et là, je vois que bizarrement, justement, ce mois-ci, ça s'est cassé en fait. Les gens, et j'aimerais bien avoir ce retour, les gens sont rentrés dans une routine d'être chez eux. Et il y en a, donc j'ai identifié qu'il y en a certains qui ont peur de revenir, d'où ma question. Mais il y en a, en fait, ils sont dans leur routine, nouvelle routine. Et je ne sais pas pourquoi ils ont envie de travailler aujourd'hui. Et ça, c'est un questionnement que j'aimerais bien partager avec les RH aussi, parce que ce n'est pas que mon niveau. Parce que je me dis, est-ce que les gens, est-ce qu'ils y trouvent encore leur sens et leur motivation d'aller travailler? Parce qu'il y en a plusieurs, l'école reprend, voilà, ils sont de nouveau libérés au niveau emploi du temps, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de revenir. Et ça... Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, Marie-Laure, moi, ça me fait bien écho aussi parce que il y a récemment, là, la semaine dernière et quelques jours avant, on a travaillé avec une entreprise française, hein, ils sont plus de 1500 collaborateurs. Et en fait, c'était vraiment ça, cette problématique. C'est-à-dire qu'il y en avait certains qui ne voulaient absolument pas retourner, qui est en région parisienne. Donc, ils ne voulaient absolument pas retourner dans les transports en commun par rapport aux risques sanitaires où ils n'étaient pas du tout rassurés. Et puis, il y en a qui ne voulaient pas du tout y retourner non plus parce qu'ils se demandaient ça servait à quoi, en fait.
voilà, vraiment la perte de sens. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, hein, sinon on la connaîtrait tous et voilà, il faut s'adapter au contexte dans lequel on est. En l'occurrence, cette entreprise, elle a signé un plan de relance parce qu'elle a perdu plusieurs, enfin, comme beaucoup, hein, ce n'est pas un cas exceptionnel, mais ça se chiffre en plusieurs millions d'euros à rattraper. Enfin, je ne sais même pas si ça se rattrapera, mais à essayer de compenser pour maintenir l'emploi déjà dans un premier temps. Et le plan de relance a été signé dans des conditions au mieux, mais forcément qui ne satisfont pas tout le monde pour limiter la casse. Et c'est vrai que cette perte de sens, pour moi, pour en avoir échangé avec certains d'entre eux à des postes à responsabilité, pour moi, c'est la première étape, c'est de se dire plutôt que on ne pourra pas repartir comme avant, comme disait Grégoire. Enfin, moi, j'espère tout le monde aussi que ça ne reprendra pas comme avant. Et du coup, de prendre un laps de temps, comme disait aussi Thomas, hein, de se poser et de se dire dans quel état on est et pourquoi on le fait. Quelle est notre mission, en quoi on contribue qui est plus grand que nous, mais redonner du sens à cette action et puis surtout essayer de travailler aussi bien en collectif mais aussi en individuel en tant que manager sur quels sont les objectifs et quelles sont les motivations individuelles et collectives parce que sinon on n'arrivera pas à… Pour moi, en fait, on n'arrivera pas à enclencher, on ne peut pas repartir comme si de rien n'était. Donc, s'il n'y a pas ce temps de réalignement et de partage de mission, de vision et d'adaptation d'une feuille de route, c'est vrai que ça, à mon avis, ça peut être trop compliqué, quoi. Je pense que c'est vraiment les premières étapes. Bonjour. Eric. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est ce que je vais mettre en place dans ma caserne. Ok. Voilà. Merci Eric. Merci Eric. Le salut avait disparu maintenant. Ça part comme ça. Le nouveau salut. Ce qui pourrait être un peu un mot de la fin, parce qu'on approche de la fin du Café Live, pour Grégoire, pour Thomas, est-ce que ce qui vous permet aujourd'hui de travailler avec ces outils d'intelligence collective et d'arriver à des résultats qui sont super, en fait, parce que quand tu dis 1500 personnes qui répondent sur 3000, c'est énorme. Enfin, quand on sait normalement, les taux sont bien plus bas que 50% quand on fait des questionnaires dans des organisations. Est-ce que c'est justement parce que vous avez une mission, au sens la vocation, la raison d'être, très très forte en fait? Est-ce que cette mission elle est partagée? Je suppose qu'on ne devient pas pompier par hasard en fait. Et puis quand on est dans une équipe, on est porté par ce collectif. Est-ce que pour vous c'est ça qui vous permet d'aller vite aujourd'hui ou c'est aussi autre chose? Attends, on réfléchit. Alors, c'est le Café Live de la semaine prochaine. Alors là, il est sûr. C'est comme dans Netflix, ça s'arrête au moment où c'est le mieux. C'est l'heure, on va y aller. La question de la vocation du pompier, ça c'est sûr, et c'est un moteur énorme parce qu'on a une mission fabuleuse. Voilà, des valeurs partagées qui sont hautes avec un haut niveau d'exigence. Hein. Vous savez, quand on parle quand un pompier volontaire veut devenir pompier, on ne parle pas de contrat de travail, hein. On parle d'engagement. Le titre, c'est vraiment engagement. Donc voilà, c'est le cœur même du système. Et le système est uniquement basé avec les pompiers volontaires sur des rapports de confiance. Donc le pompier volontaire, il a envie d'arrêter, ça se fait dans la minute, quoi. Voilà, du mois, ça y est, c'est terminé, il a ce droit-là. Donc forcément, les modes de management adaptés aux pompiers volontaires sont basés exclusivement sur des rapports de confiance. Donc forcément, c'est notre quotidien là-dessus. Et pour redémarrer, alors est-ce que c'est ce qui fait qu'on redémarre aussi vite? Je ne sais pas. Quelque part, nous, on ne s'est pas arrêté non plus. Hein. Donc on s'est reconfiné, mais on ne s'est pas arrêté. Et alors certains se disent, comme David disait, on a mis un petit peu de côté, je ne sais pas comment, les pompiers volontaires. Pour nous, il n'y a eu pas de changement. Voilà. Donc ça me parle un petit peu différemment, mais les pompiers volontaires, comme c'est essentiellement la population qui est sur les scores dans le département, ils étaient en première ligne de la même manière. Voilà. Donc ça continue. Maintenant, Marie-Laure, il y a un grand enjeu de remettre du sens là-dedans, d'inclusion, de refaire équipe, de refaire corps, avant de pouvoir envisager la suite. Là,
d'être conscient et de laisser l'espace de parole, de partage, en accueillant chacun comme il est pour ce qu'il est, ni plus ni moins, et librement de le laisser s'engager quelque part. Renouveler son engagement. Le confinement, il nous donne entre guillemets, cette opportunité-là. Je renouvelle mon engagement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais effectivement, Karine, quand on arrive à vraiment donner du sens et à comprendre ce que veulent aussi les gens qu'on manage, eh bien, on arrive à des rapidités de mise en œuvre et à une réactivité de la part des sapeurs-pompiers. Mais c'est vrai pour tout, ouais, on parle de nous, mais c'est vrai pour tout, qui est quand même assez impressionnante. J'ai souvenir, alors c'est toujours en phase de construction, enfin c'est toujours en phase de construction et puis c'est de l'amélioration continue, hein. Mais j'ai souvenir d'avoir, quand j'ai pris la tête du centre de secours, j'ai souhaité donner du sens à ce qu'on faisait. Et en fait, déjà sur l'organigramme d'un centre de secours, sur l'outil de base, entre guillemets, du manager, du chef, j'ai essayé de redonner du sens à ça, en disant, bah, tiens, tu es dans tel service, on va prendre, je sais pas, le service habillement qui gère les tenues des sapeurs-pompiers. Ben, jusqu'à présent, le mec, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, ce que vous faites dans ce service, le gars me répond, ben, moi, je remplace les tenues des pompiers, quoi. Ah ouais, ben, vu comme ça, c'est pas super intéressant, quoi. Vu comme ça, c'est pas super intéressant. Par contre, si on commence à expliquer que son service à lui, c'est faire en sorte que le sapeur-pompier, quand il part sur l'intervention, eh ben, on est sûr et certain qu'il a la tenue qui est aux normes, la tenue qui est nettoyée, la tenue qui n'est pas abîmée, et que tout ceci, eh ben, ça permet d'assurer la sécurité individuelle ou collective eh ben, de ses collègues, eh ben, tout de suite, il y mettra beaucoup plus de cœur à l'ouvrage. Et donc, du coup, dans la conception ben, de l'organigramme initial, quand je suis arrivé, c'était quelque chose que j'ai pris en compte. Et au final, j'ai recentré l'organigramme du centre de secours autour de la vocation de sapeur-pompier, c'est partir en intervention. Plutôt que de dire, bah, tiens, il y a un chef de centre, un adjoint, et en dessous, bah, il y a les services, et ben, j'ai plutôt dit, au milieu, il y a l'intervention, et autour, et ben, il y a tous les services qui vont permettre que cette intervention se passe bien. Et donc, d'un côté, on a un peu de préparation opérationnelle dans lequel on retrouve de la formation, dans lequel on retrouve tout ce qui est prévision, etc. On a tout ce qui est conditions opérationnelles avec des EPI, ce genre de choses, et un peu de soutien opérationnel pour les gens, le service informatique, les services comme ça. Et à partir de ça, eh ben, tout de suite, il y a eu une sorte de petit déclic qui a fait que les gens se sont dit, finalement, le service qui initialement m'embêtait parce que j'y trouvais pas trop de sens, ben, finalement, je vois pourquoi je le fais et pourquoi on me demande de le faire. Et finalement, quand on arrive à trouver cette chose-là, eh ben, on gagne en réactivité, on gagne en efficacité et puis voilà. Merci. Peut-être aussi, je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être aussi, ce qui facilite aussi le retour chez les sapeurs-pompiers, c'est qu'en fait, la période Covid, le nombre d'interventions a sensiblement baissé et on était revenu sur des opérations qui avaient du sens à nos actions, à nos valeurs. Et je pense que ce retour aussi rapide chez les sapeurs-pompiers volontaires fait que on a retrouvé du sens un petit peu à ce qu'on faisait et à nos valeurs. Ok. Effectivement, et dans les entreprises, il va falloir travailler le fait de redonner du sens à ces tâches quotidiennes, ordinaires que l'on fait chaque jour. Et c'est là où effectivement il y a un gros travail des managers parce que effectivement il faut retrouver ce sens-là. Et pour faire le lien entre ce que disait Thomas tout à l'heure, depuis pas longtemps, les pompiers ont réadapté justement leur tenue aux femmes. Donc, Marie-Laure, si tu veux t'engager pour être pompier volontaire, c'est le moment ou jamais. Les vêtements maintenant sont prévus pour nous et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Anna, ça veut dire que tu nous lâches et que tu vas t'engager, j'ai peur.
Ah, je Non, sais pas. on fait les deux. C'est ça la logique du pompier volontaire, c'est qu'on fait les deux. On fait les deux. Plus. Elle va faire de la facilitation graphique en intervention. Ah Mais ouais, même- ça va être Je génial. demande à voir. mais Je détrompez-vous, t'imagine, c'est énorme. et détrompez-vous, c'est justement partie des compétences que l'on recherche. La Parce que facilitation. la représentation graphique d'une situation opérationnelle qui permet une compréhension commune d'une situation. Il y a quelques expériences pour ceux qui ont vu le reportage sur le feu de Notre-Dame, ça s'est joué sur une représentation graphique. Donc c'est là où on se rejoint. Ah oui. Là, Et t'as en le plus, marché qui s'ouvre, là, tu vas être recruté Ouais. de partout. et en plus, Tiana, on a le statut d'expert maintenant, donc tu pourrais faire que ça même au sein de la Gironde. Là, merci beaucoup. J'ai vraiment Moi, j'adore capté cette ça. conclusion. Et Tiana va s'engager, j'adore. le dessin d'humour dans les catastrophes, c'est possible aussi ou pas? Ah, il faut toujours à un moment donné dédramatiser. Ça permet de prendre de la distance et éviter l'impact direct. Ouais. Ça contribue à la résilience. Bon, alors, le dernier, c'est une question piège. Ça, c'est bon. Ça pique. On va réfléchir. Voilà, ça, c'est pour la prochaine. Hein, et Ouais. puis, Vous avez un devoir de réserve, peut-être. Il est où le bouton quitter? Ok. merci beaucoup. Ben, super. Ben, je pense qu'on va être obligé d'en rester là. On a déjà dépassé un petit peu notre timing. Qu'est-ce qu'on peut déjà vous remercier. Je vais dire qu'est-ce qu'on peut vous dire, mais déjà un grand merci pour votre présence et pour votre participation. Je ne doute pas qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça sera en tout cas avec grand plaisir. Il y aura le replay aussi si vous voulez le partager autour de vous. Il ne faut pas hésiter, on va envoyer le lien très rapidement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire, nous les filles, notre actu, rendez-vous mardi. Moi, je dirais d'abord qu'on a abordé plein de sujets qui étaient vraiment intéressants, création de liens, la confiance, la vision. C'est des sujets profonds, en fait, dans lesquels vous nous avez amenés pendant ces 45 minutes. Et donc, si vous vous êtes là, vous pouvez mettre déjà dans les commentaires si vous avez envie qu'on approfondisse certains sujets, qu'on aille plus loin dans d'autres séances en live ou dans d'autres manières, hein, parce qu'on a le blog, on a les podcasts, on a la chaîne YouTube. Donc, on peut créer du contenu pour aller plus loin avec vous aussi ou en asynchrone. Et puis, je sais que si vous regardez cette vidéo aussi en replay, il y a les commentaires sous la vidéo sur YouTube où on peut aussi mettre des demandes de sujets, en fait, d'aller plus loin ou alors même des propositions. C'est un appel, des propositions, un retour d'expérience. Parce que moi, je trouve que ce que vous nous avez raconté là, ça peut inspirer énormément de gens, en fait, de chefs d'entreprise et de managers qui sont, en fait, ils sont perdus avec les équipes qui reviennent parce qu'ils n'ont pas cette connaissance que vous avez. Grégoire, tu fais de cette formation Coach and Teams. Je sais que Thomas est très intéressé par tous ces sujets, donc vous avez un cran d'avance. Et donc voilà, tous les retours d'expérience qui pourront être intéressants, nous, on veut bien les récupérer pour arriver à recommencer en fait ce genre d'exercice en direct ou pas. On a Paul qui nous propose comment faciliter et manager à distance. Alors là, on peut en faire des cafés live plein. Donc, effectivement, ça pourrait être un bon sujet pour le prochain. On a plein de choses à raconter. Et donc, notre actu, excuse-moi Solène, je t'ai coupé. Oui, notre actu, c'est que mardi prochain, en attendant peut-être de faire le café live sur manager et faciliter à distance, on fait une séance masterclass à 18h mardi. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a les liens aussi sur nos réseaux sociaux. Et on va parler d'outils et de bonnes pratiques pour arriver justement à remettre une dynamique suite à ce confinement et à cette période particulière. Et puis, d'une manière générale, comment on peut prendre un peu de la hauteur dans ce rôle de manager et le faire évoluer grâce à la facilitation. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci. Et puis, j'espère à très bientôt. On a un dernier petit dessin d'Éric, c'est ça? Ouais, allez, super. suspense. Non, le retour à la le route. retour, bah oui. Génial. Merci beaucoup en tout cas, Éric, aussi pour ta fidèle présence à nos cafés live. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation et pour tous ces échanges très riches pour nous. Ben, génial, on est ravis. Donc, si tout le monde est ravi, c'est super. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Merci les filles.